Zelouel, il sera avec nous, il est chef de service neuro-radiologie interventionnelle au CHU de Blida. Avec lui, on va parler de la prise en charge des pathologies vasculaires du cerveau et de la moelle épinière, forcément de la prise en charge également des accidents cardiovasculaires. Et ce sera... Alors, nous avons eu un petit souci de son au début, mais c'est... Ah, on peut y aller, on peut reprendre. Excellent, c'est le moment où tu as dit plein de choses comme ça et on te dit il n'y avait pas de son, mon frère. Et tu te dis, Alhamdoulilah, heureusement. Alors du coup, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous savez, c'est une émission en direct, donc c'est les aléas du direct, ça peut arriver. En même temps, 367 fois par an, il est tout à fait normal que l'on rencontre ce genre de problème. Alors ce matin, en tout cas, au Bonjour d'Algérie, dans la matinale, on se retrouve jusqu'à 10h30. Nous sommes fiers et heureux de vous accompagner ce matin encore. Heureux d'accompagner un peuple aussi fier que celui que nous avons, et aussi beau d'ailleurs que celui qu'on est en train de voir depuis des semaines déjà. Et ce matin, Mohamed Reda Zelouel, il est chef de service neuro-radiologie interventionnelle au CHU de Blida. Et avec lui ce matin, la prise en charge des pathologies vasculaires du cerveau et de la moelle épinière. Avec lui, on va parler forcément de la prise en charge des accidents cardiovasculaires, des AVC. Aussi sur ce même plateau, il s'appelle Djilali Moazer. Il est président directeur général d'Eniem, une entreprise nationale que vous connaissez sûrement, qui n'a pas eu un téléviseur j'allais dire un objet, mais c'est pas un objet, une machine Eniem, quel que soit le type de la machine, on va y revenir tout à l'heure. Il sera accompagné de Mohamed Ousseid Riyad, il est président d'une association Joie des Cœurs, Hamid Bouhalek, il est président de l'association SOS hépatique, voilà, pardon, vous m'excuserez. Et ça, vous l'avez annoncé hier. Pour ceux qui avaient suivi l'émission, on avait parlé de ce fameux grand plateau de débat sur l'insertion des personnes à mobilité réduite, des personnes souffrant d'un handicap. Et ça tombe très bien. L'expérience de NIM, racontée ce matin par donc son directeur général, mais aussi le combat mené par des associations qui luttent pour l'insertion des personnes à mobilité réduite. Ils seront sur notre plateau. On va parler donc de la journée nationale du handicap, la journée nationale des personnes à mobilité réduite, et nous allons parler de leur insertion dans le domaine professionnel. Maya Amrani, elle reçoit Mazerk Boubaha. Il est représentant d'une maison de production cosmétique et capillaire. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout cela dans cette émission. Bienvenue à vous tous. 3 rendez-vous en tout cas que l'on partagera ce matin ensemble. Mais forcément, la tradition, c'est de commencer avec les nouvelles du ciel et les tendances du moment avec Frédéric Chef. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce samedi 16 mars, c'est avec vous, Frédéric Chef, bonjour. Bonjour, Abou Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Et bien aujourd'hui en Algérie, rien à signaler, c'est une belle journée qui s'annonce, une journée printanière avec en prime des températures qui repartent à la hausse. On notera aujourd'hui un ciel dégagé donc vers le nord et le sud. La carte parle d'elle-même, rien à signaler, excepté quelques soulèvements de sable au Sahara central. Les températures prévues pour cet après-midi, elles repartent à la hausse sur l'ensemble des régions du nord. On attend 28 degrés cet après-midi au maximum à Tlemcen, 27 à Oran, 26 à Alger, Tizi Ouzou, 24 à Sétif, un minimum de 20 degrés pour Batna El Beyod, 24 à Galma, 21 à Nabas, Kikda. Sur la partie sud, on attend 26 à Biskra, 25 Béchar, Gardaya, 27 Hassim Saoud, 29 Elizi, 30 Tindouf, entre 30 et 32 au Sahara central, et le maximum reviendra pour l'extrême sud où le mercure atteindra les 35 degrés. Place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le temps sera variable vers le nord. Beaucoup de passages nuageux seront assez denses. Ils apporteront même quelques faibles pluies à Damas, à Amman, au Caire. Ils arroseront aussi la ville de Sanaa. Même chose pour Jeddah. Un temps voilé est prévu aussi à Bagdad, à Koweït City, à Riyad, à Abu Dhabi. Ces nuages, en revanche, ils seront sans conséquence. Côté température, 24 à Bagdad, à Koweït City, 28 à Riyad, 29 à Jeddah,
11 à Damas à Amman, 21 au Caire, 27 à Sanaa donc, et même chose pour Masqat, et enfin un maximum de 34 degrés à Khartoum. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h54. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Profitez du soleil et à cela. Voilà, encore une fois, nous sommes navrés pour ce petit souci technique qui a été réglé. On vous rassure, un petit souci lié au son pour dire plus juste. Et je vous rappelle que dans quelques instants, sur ce même plateau, Elsri Bouzid, pardon, excusez-moi, Mohamed Reda Zerouel plutôt, il est neuroradiologue interventionnel, il dirige le premier service de neurologie et radiologie interventionnelle du pays. Il prend en charge toutes les pathologies liées à l'anévrisme, à la malformation, aux malformations vasculaires, aux accidents cardiovasculaires. Il faut rappeler qu'il y a quelques années encore, les patients qui souffraient de ce qui a été cité là étaient transférés automatiquement à l'étranger, quand ils pouvaient bénéficier forcément d'une prise en charge. Voilà, donc on en parle ce matin dans quelques instants avec Mohamed Reda Zerouel, donc professeur chef de service au CHU de Blida. Et la météo de ce matin, vous l'avez sûrement entendu, mais peut-être le petit résumé très rapidement avec vous, Félix Cher. C'est une journée donc printanière, il fera beau et profitez-en. Les températures aussi, elles repartent à la hausse. Voilà, en gros, tout va bien, il fait beau. Et c'est tant mieux. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez. Bah oui, excellente matinée à vous tous, et à vous toutes surtout. Musique. حرمت بالواسي أميرة الريان حرمت بالنعاسي أميرة الريان وبحت بك أنا
Voilà, excellente matinée à vous tous. On est de retour ici en direct à partir du 21 boulevard des Martyrs. Et ce matin, pour entamer cette matinale et cette émission, avec nous, Dr Mohamed Reda Zeroual, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes chef de service. Alors, neuroradiologie interventionnelle, on va en parler avec vous dans quelques instants. Vous dirigez d'ailleurs le premier service de neuroradiologie interventionnelle du pays. La prise en charge de plusieurs pathologies dans votre service, notamment celles liées à... Bien sûr, merci tout d'abord pour l'invitation. Et cette spécialité prend en charge la pathologie vasculaire du cerveau, de la moelle épinière, par la technique endovasculaire, communément appelée embolisation. Et puis, les pathologies les plus courantes, c'est l'anévrisme intracrânien, les malformations vasculaires, les fistules durales du cerveau et de la moelle épinière, c'est-à-dire les enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, et bien sûr l'AVC. Le traitement de l'AVC que je vais vous expliquer si vous voulez bien. Donc, cette technique permet par voie endovasculaire, c'est-à-dire en passant à travers les vaisseaux. Alors, quand vous dites cette technique, vous parlez de quoi exactement? Alors, c'est une spécialité qui prend la en charge neuroradiologie interventionnelle. Comme son nom l'indique, c'est une spécialité actuellement à part entière, qui prend en charge ces pathologies par voie endovasculaire, c'est-à-dire sans ouverture de la boîte crânienne et du dos quand on s'adresse à la moelle épinière, en passant à travers les vaisseaux, à travers les artères, avec des cathéters. C'est des petits tuyaux que l'on fait passer à travers les vaisseaux. Oui. Une fois qu'on arrive au niveau du cou, on passe encore des tuyaux plus fins pour aller dans des artères intracrâniennes qui ont un diamètre quand même qui va parfois du millimètre ou moins de millimètre de diamètre pour arriver à l'intérieur et puis traiter ces pathologies de l'intérieur, contrairement à la neurochirurgie classique qui, elle, ouvre la boîte crânienne et puis s'adresse à ces lésions de façon un petit peu plus invasive, plus, traumatisante pour le cerveau. Cette technique, la spécialité, permet de traiter ces lésions à moindre mal, si vous voulez, avec une moindre mutilation du tissu cérébral. D'accord. Alors, on va revenir dans quelques instants sur le traitement de l'ensemble de ces pathologies que vous avez citées. D'ailleurs, les pathologies des malformations vasculaires, l'anévrisme. On va parler aussi de l'AVC, qui est le sujet qui nous intéresse, car de plus en plus de cas sont recensés, et encore chez les jeunes. Vous pourrez peut-être apporter votre analyse et votre décryptage là-dessus. Mais avant, c'est le premier service installé en Algérie. Auparavant, on faisait comment ? Auparavant, il y a, pour ce qui est du traitement endovasculaire de ces lésions, de ces pathologies, alors il y avait un transfert à l'étranger. Les patients partaient et c'était le parcours du combattant parce que... J'allais vous dire, rares sont ceux qui ont pu bénéficier d'une prise en charge à l'étranger quand on sait qu'une commission au ministère de la Santé est installée, qui est dirigée par un professeur. C'est ça, par des professeurs. C'est une commission collégiale. À l'époque, c'était Bourerbel qui était à la tête de cette commission, mais on sait très très bien qu'il fallait à l'époque déjà, et encore à l'époque plus que jamais, maintenant on oublie les noms que j'ai cités, on va parler de cette commission-là depuis toujours, qu'il fallait une intervention extrêmement élevée d'une haute autorité pour que l'on puisse faire rentrer le cousin de la cousine du petit ami de la copine de la voisine. Tout à fait. Pour bénéficier d'une prise en charge. Je suis désolé, vous êtes médecin. Vous êtes là pour partager votre savoir, vos connaissances. Ça nous honore de vous avoir avec nous, mais il y a une réalité que l'on doit aussi exposer. C'est ça. La prise en charge à l'étranger a toujours bénéficié aux enfants et aux fils et surtout au réseau des gens qui étaient bien placés. Et quand vous savez que la pathologie neurovasculaire, c'est-à-dire les anévrismes, les malformations artéro-veineuses et les fistules durales, faisait, selon le monsieur que vous avez cité, et qui a été dans un article publié à l'Ouatan en 2012, disait que ça constituait la moitié des patients qui étaient transférés à l'étranger. Oui. Donc parce qu'il y avait un manque de spécialistes et il y avait un manque de services
dédié à ces pathologies. Depuis, moi, je suis rentré de France, j'étais... Excusez-moi, oui, on va pas pouvoir passer à votre rôle si on ne finit pas oui, sur oui, ça. bien sûr. Comment faisait-on avant, sachant que ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié d'une prise en charge excusez-moi, c'était les patients. ministère. Les patients constituaient leur dossier. Leur dossier était soumis à la commission. La commission siégeait, elle était souveraine. Maintenant, les mécanismes... Non, je parle des refus. Après les refus, ils restaient avec leur maladie. Ils restaient avec leur maladie. Il y a la neurochirurgie, notamment à Blida, avec le professeur Kherdin Bouyoussef. À l'époque, il faisait de la chirurgie, mais la chirurgie restait mutilante pour certaines lésions. Et parfois, il y a des localisations très profondes dans le cerveau. Vous avez l'artère basilaire, l'artère qui irrigue le cervelet et le tronc cérébral. On ne peut pas y accéder chirurgicalement. Il faut que ça soit par voie endovasculaire, c'est-à-dire en passant à travers les vaisseaux. Sinon, c'est une petite artère qui irrigue quand même le tronc cérébral. Et aller chirurgicalement, vous pouvez traiter, mais pour quel résultat? Est-ce que le malade va se réveiller? Est-ce qu'il va être vivant déjà après l'intervention? Alors que par méthode endovasculaire, nous avons d'excellents résultats. Alors du coup, vous faites vos études où d'abord? Moi, j'ai fait mes études ici, puis j'ai fait cette spécialité en France. En France, et puis, contrairement à tout le monde, j'ai fait le chemin retour. Je suis rentré. Vous avez préféré rentrer? Oui, c'est ça, j'ai préféré rentrer. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement et sincèrement? Sincèrement, c'est, disons que, comme vous le dites déjà, je rentre. Donc je reviens chez moi, donc je rentre. Bah oui. C'est le verbe déjà, il résume c'est le retour à la maison. Le retour à la maison. Et puis je voyais beaucoup de patients algériens qui venaient avec suivant des procédures pas très saines. Les gens venaient avec des visas touristiques pour se faire traiter. C'est incroyable. Ça, quand vous êtes là-bas, ça vous touche. Hein. Croyez-moi, ça vous touche un petit peu. Bon, maintenant, on peut me taxer de ringard ou de quoi que ce soit, mais non, voilà, c'est le sentiment que j'avais. C'est une réalité. C'est le sentiment que j'avais. Et puis, je suis revenu sur un projet. À l'époque, il y avait même le ministère qui était dans le projet, puis il nous a laissé un petit peu tomber. Et puis, c'est l'équipe de Blida que je salue également, parce que mes associés, mes partenaires qui m'ont permis d'émerger, c'est le professeur Mohamed Arzqi, chef de service de neurologie à Blida, et le professeur Kherdin Bouyoussef également. Hein. C'est des gens qui font beaucoup pour la pathologie neurologique, chirurgicale et médicale en Algérie, et qui ont tout fait pour que le service soit implanté à Blida. Alors, sur la question logistique, vous parlez du service, on va continuer là-dessus. Vous montez votre service. Dans ce service, qui est votre équipe? Qui est composé je suis votre l'équipe. Vous êtes seul? Actuellement, je suis encore seul. Je commence à former. Là, comme vous voyez sur cette photo, elle a paru ou pas encore? Oui, donc on là, va la voir tout de suite. Est-ce qu'on peut l'envoyer? Allons-y. Oui, allez-y. Donc là, vous voyez, on fait une intervention. Et là, il y a des radiologues de différents services, surtout sur l'algérois, qui commencent à venir se former chez moi, à voir les procédures. Parce que le but, c'est premièrement de traiter les patients algériens ici chez eux et de les traiter correctement, mais également essayer de développer cette spécialité. Parce que cette spécialité est une nécessité, ce n'est plus un luxe. C'est une nécessité. Quand vous savez ce qu'on peut apporter aux patients, quand on traite dans le cadre de l'urgence les anévrismes, les malformations, parfois quand il y a une hémorragie, un saignement, mais on traite également l'AVC ischémique, quand il y a une occlusion, quand il y a une artère qui est bouchée, qui est obstruée par un caillou. Dans ce cas-là, on monte un stent et on retire le caillou et vous avez le patient qui bouge instantanément sur la table, qui reprend sa motricité. Vous voyez comme c'est important, c'est-à-dire c'est des patients, et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, nous avons des patients de plus en plus jeunes. Et comment vous l'expliquez cela? Quoi? Le fait qu'il y ait de plus en plus de cas d'accidents cardiovasculaires rencontrés et enregistrés chez les jeunes de moins de 40, voire de moins de 50 ans. De moins de 50 ans, sûrement. Et moins de 40 de plus en plus. Le premier patient qu'on a fait, la thrombectomie mécanique, ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique, c'est-à-dire désobstruer l'artère en retirant le caillot avec un stent. Donc, c'est un ouvrier qui était dans un chantier, 40 ans, et qui est tombé. Heureusement que dans la ville de Blida, il y a eu un travail qui a été fait en amont depuis 2008 par le service de neurologie, de neurochirurgie. Les gens savent qu'en cas d'handicap brutal, aigu, ils viennent rapidement aux urgences neuro. Déjà parce qu'il y avait un traitement qu'on donnait par voie IV.
ce qu'on appelle la thrombolyse IV. Mais là où j'interviens, moi, par la technique endovasculaire, c'est lorsque le délai est dépassé et lorsqu'il y a des artères de plus gros calibre qui sont obstruées. Là, on sait que le traitement que l'on donne par voie IV ne sera pas efficace et qu'il faut aller chercher ce caillot mécaniquement par instinct ou par des dispositifs. Alors là, on voit, pour revenir à votre question, ces sujets, bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs d'alimentation, il y a les facteurs de stress, mauvaise alimentation, tabac. Et parfois tabac, hypertension mal équilibrée, mais également certaines pathologies que l'on n'a pas encore diagnostiquées, parce que la plupart du temps, ce sont des dysfonctionnements cardiaques qui donnent ce qu'on appelle des ACFA, des arythmies. Ces arythmies cardiaques qui passent inaperçues entraînent un certain caillotage, si je puis m'exprimer ainsi, du sang et formation de petits caillots qui vont migrer. Et puis, lorsqu'ils arrivent, vous savez, les artères intracrâniennes sont très fines. À un certain moment, ce caillou arrive où il est bloqué. Et puis, tout ce qui est en aval n'est pas irrigué et l'installation d'un déficit brutal, d'un déficit moteur, c'est-à-dire d'un handicap. Le but de notre attitude, c'est d'être interventionniste le plus vite possible pour que le déficit ne soit pas permanent. C'est ça, parce que vous savez, quand quelqu'un qui a 40 ans, quand il est déficitaire pour le restant de sa vie, on ne sait pas combien il va vivre, c'est dramatique pour tout le monde. Quelles sont les séquelles d'un accident cardiovasculaire, docteur? Pas cardiovasculaire, c'est vasculaire cérébral. Cérébral. Alors, ça dépend du territoire. Vous savez, le cerveau est divisé en territoires. Les AVC, c'est? Les AVC, c'est accident vasculaire cérébral. D'accord. Alors, il y a l'ischémie. L'ischémie, c'est le défaut d'irrigation d'un tissu, c'est un défaut d'irrigation d'une partie du cerveau, ce qu'on appelle l'ischémie, et il constitue 80% des AVC. Et puis, dans les 20%, nous avons l'hémorragie, ce qu'on appelle l'hémorragie intracérébrale. L'hémorragie intracérébrale a des causes également, l'anévrisme, entre autres, les malformations artério-veineuses et les fistules durales que je traite également dans mon service. Et puis, nous avons l'AVC ischémique qui est dû la plupart du temps à des pathologies cardiaques, mais qui peut également être dû à des pathologies vasculaires touchant les artères cervicales. Et donc, c'est une affaire, si vous voulez, de défaut d'irrigation. C'est-à-dire le sang n'arrive pas suffisamment à une partie du cerveau. Et cette partie du cerveau contrôle plus ou moins une fonction bien définie, motrice ou sensitive. Et donc, si elle ne marche pas bien, il va y avoir un déficit de cette fonction. Quelles sont les séquelles d'un? Les séquelles d'un AVC, ça peut aller, bon, l'AVC, il peut être très grave au départ, très grave, et entraîner le décès, un décès. Maintenant, après, s'il touche la motricité, on peut avoir quelqu'un qui ne peut plus bouger, la main, la jambe, un hémicorps, c'est-à-dire la moitié du corps, droit ou gauche, la difficulté d'élocution, quelqu'un qui ne peut plus parler, tout cela parce qu'il y a des régions bien spécifiques dans le cerveau. Et plus, dès qu'on a une région spécifique qui contrôle par exemple la parole, on ne peut plus parler. Si elle contrôle le bras droit, on ne peut plus bouger le bras droit. Si elle contrôle l'hémicorps, on ne pourra plus bouger l'hémicorps. Est-ce que ça se récupère? Ça se récupère plus ou moins, parce que le but, c'est pour cela que maintenant, le traitement est de plus en plus, comme on dit, time is brain, c'est-à-dire le temps, c'est du cerveau. Quand on a un déficit qui s'installe rapidement, ailleurs dans les pays développés et tout ça, quand on a un déficit qui, bien sûr, on informe, et je vous remercie encore pour votre invitation, vous permettez de vulgariser un petit peu la prise en charge et de dire, voilà, on fait des choses, et on développe des choses quand même en Algérie, pas suffisamment, mais on espère aller encore plus de l'avant. Et puis là, vous avez un déficit qui s'installe. Le patient doit arriver rapidement aux urgences et il sera pris en charge. Plus il est pris en charge rapidement et efficacement, plus il y a récupération, parfois totale, du déficit moteur. Il y a des patients qui ont récupéré totalement. Toutes leurs facultés. Toutes leurs facultés, tout ce qui était dysfonctionnement lorsqu'ils sont arrivés, s'est estompé et a disparu. Aujourd'hui, le drame, docteur, si vous le permettez, c'est qu'il existe un seul service que vous dirigez
Hélas, on ne pourra pas vous cloner 48 fois. Ce sera un peu compliqué. Tout à fait. La dernière fois qu'on a réussi un coup, c'était une brebis. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vécu longtemps. Du coup, que doit-on faire dans ces cas-là? Que doit-on faire? Alors, il y a... Prier Dieu et puis... Bon, prier Dieu, bon, tout le temps, il faut le faire, mais c'est-à-dire, il faut qu'on bouge également. On essaie de faire un travail avec... ce qu'on a fait auparavant, l'équipe de neurologie a essayé de multiplier déjà ce qu'on appelle les UNV, les unités neurovasculaires, on était au départ, on était à une seule à Blida. Maintenant, il y en a une vingtaine ou 25 dans tout le pays déjà qui reçoivent de façon spécialisée et spécifique ces malades et leur donnent déjà la thrombolyse IV. Oui. Donc c'est quelque chose de bien. Maintenant, pour la thrombectomie mécanique, il faut encore attendre. Il y a 2 ou 3 services qui devrait, je pense, commencer, qu'on est en train d'assister et de soutenir et de former parfois pour qu'ils commencent à s'occuper de ces pathologies, du moins de l'AVC ischémique dans un premier temps, et puis développer le reste de l'activité par la suite. Donc pour l'instant, il n'y a que Blida. Pour l'instant, il n'y a que Blida. Pour l'instant. Ouais. Excusez-moi pour ce raccourci bête et indiscipliné, mais c'est... Au-delà de ce que vous dites et des connaissances que vous partagez, hélas, effectivement, il y a une réalité, celle de se dire que vous avez aujourd'hui entre les mains le seul service entre vous et vous-même, même si vous l'avez dit, vous formez le maximum autour de vous pour pouvoir, on l'espère en tout cas... Mais excusez-moi, mais c'est mieux que rien. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça fait combien d'années que vous avez monté votre service? Le service à 2016, et parce qu'il y a eu également le parcours du combattant pour faire rentrer le consommable, ce qu'on appelle le consommable. Ouais. C'était la première fois qu'il rentrait en Algérie, donc il fallait attendre avec toutes les difficultés un petit peu logistiques et bureaucratiques et tout ça. Donc, et puis dès qu'on a eu le consommable, on a commencé réellement la première thrombectomie, on l'a réalisée en 2017. 2017, et puis les interventions ont commencé depuis 2017 jusqu'à maintenant. Alors, la question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité, s'il y a une prise en charge au bon moment, on parle de notamment de l'AVC. Hein, après, vous avez parlé d'autres pathologies, l'anévrisme, les malformations vasculaires. Il y a un certain ensemble de pathologies que vous prenez en charge. Mais sur le cas de l'AVC, vous avez parlé de la motricité. S'il y avait une prise en charge rapide, on pouvait récupérer l'ensemble de ses capacités physiques. Sur la partie mentale, sur la partie cerveau, quel est l'impact d'un AVC? Partie mentale, vous parlez du psychique? C'est ça. C'est du psychique. Alors, c'est le deuxième aspect, mais sur les... Oui, c'est le psychique. Sur nos capacités à pouvoir reprendre une vie normale, à réfléchir de la manière la plus normale, de pouvoir continuer à programmer, planifier des choses. Écoutez, déjà, le patient, quand il arrive, il est en état de panique, déjà, parce qu'il ne bouge pas de façon brutale. Parfois, il ne parle pas. Le fait de ne pas parler un petit peu alerte les patients et il y a un état de panique important qui s'installe. Oui. Donc, on essaie de leur expliquer et puis on fait le geste. Une fois que le geste est réalisé dans des délais assez, disons, assez efficaces, hein, parce que maintenant, nous, au départ, on faisait jusqu'à 6 heures les interventions. Après, les derniers écrits montrent qu'on peut aller jusqu'à 16 heures, voire 24 heures. Et là, à Blida, on a installé le scanner de perfusion cérébrale. On essaie de voir le cerveau, comment il est irrigué. Est-ce que ça vaut le coup de faire une intervention pour enlever ce caillot? C'est-à-dire, est-ce que ce qui reste du cerveau, ce qui a souffert, est-ce qu'il va récupérer après l'intervention? C'est ça le but, c'est de réaliser déjà une imagerie avant l'intervention. Une fois qu'on sait que le geste est bien fait et de façon efficace, il y a une récupération des facultés motrices avant tout. Et du moment qu'il y a récupération, je pense que pour le plan psychique, sur le plan psychique et sur le plan mental, il y a quand même il n'y a pas cette souffrance qui va durer chez le patient, qui va se prolonger. Il est soulagé de récupérer sa main. Mais là, vous parlez de l'aspect psychique, donc psychologique, d'un état de santé, de comment on peut se sentir. Moi, je vous parle
des capacités par la suite à pouvoir continuer à vivre le plus normalement du monde. Mais là, on est dans deux cas de figure. On est dans le cas où il récupère, et je pense qu'il va être soulagé, il n'y aura rien, il n'y aura aucun impact, juste un mauvais souvenir, je pense, qui peut être mal vécu et qui peut nécessiter un soutien psychologique. Mais si on a un déficit qui s'installe du jour au lendemain, quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est actif, qui est dynamique, qui travaille, qui est chef d'entreprise, qui est père de famille, qui est je ne sais pas quoi, et puis qui a un déficit, un handicap et qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive plus à bouger, à se mettre debout, c'est sûr que l'impact psychologique est important, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, après, il y aura les méthodes classiques pour la réinsertion, c'est-à-dire récupérer à des degrés variables une certaine autonomie et une certaine capacité de bouger et de sentir et de parler, parfois en sachant que l'élocution peut être très difficile à récupérer, la fonction d'élocution. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre? Il y en a sûrement des tonnes. Il y en a des tonnes, moi. Parce que vous avez évoqué quelque chose, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit, enfin au-delà de tout ce que vous avez dit, mais ce qui concerne un peu le public, vous avez dit, il est important de vulgariser aujourd'hui. C'est ça. Alors dans cette partie-là, liée à la vulgarisation, donc, quel est le point que l'on devrait absolument évoquer qui permettrait à ceux qui nous regardent aujourd'hui, de savoir qu'il y a un service qui est installé à Blida, c'est excellent. Que ce service permet la prise en charge de certaines pathologies qu'on ne prenait pas en charge avant, qu'on devait envoyer à l'étranger, pas pour tous. J'en suis désolé, mais j'ai jamais été à la tête du ministère, ni à la tête de cette commission pour pouvoir y faire quelque chose, mais on l'a toujours dénoncé, je tiens à le dire. C'est un fait. Et aujourd'hui, grâce à vous, c'est pris en charge. Maintenant, que doit-on savoir aussi ? On doit savoir que l'AVC, c'est une pathologie qui progresse considérablement, comme partout dans le monde. Hein. Et puis, il faut savoir également, et là, je lance à travers votre émission un cri ou un signal aux autorités, au pouvoir public. Il faut s'en occuper. Quand on parle des accidents de la circulation, je suis d'accord, c'est un drame également. Mais quand on sait que également l'AVC, sur une étude qui a été faite à Blida par le service de neurologie et le professeur Mohamed Al-Sqi, on sait qu'en extrapolant ces chiffres, on a 40 à 50 000 AVC par an. Accident de la circulation, 4 000 morts sur nos routes. C'est ça. Nous, on l'AVC, en extrapolant... C'est pas une comparaison morbide. Hein, non, pas du tout. Hein. C'est justifié, la prise en charge des accidents de la circulation, c'est totalement justifié. Mais il faudrait que la prise en charge de l'AVC soit plus harmonieuse, plus concordante, plus efficace, plus efficiente à travers, bien sûr, une médiatisation, une vulgarisation de cette pathologie pour que la population comprenne les signes déjà et à travers, bien sûr, la formation et l'émergence de différents centres dans le pays pour qu'il y ait une équité à l'accès aux soins dans le pays. On a vu des photos de votre bloc. Oui, tout à fait. De votre bloc et donc forcément d'une partie de votre service. Tout à fait. Vous êtes accompagné aujourd'hui par la DSP de Blida. Parce qu'on parle souvent du ministère, mais après il y a des échelles de gestion. Il y a une échelle de hiérarchie qui fait que vous avez une direction de la santé de la population de la wilaya, vous avez ensuite la direction régionale et ensuite vous avez le ministère et puis après vous avez un ministère qui est Mashallah. Quand tu vois l'état de la santé en Algérie, tu pleures. Quand vous parlez si bien de ça, mais comme vous le savez, les décisions, malheureusement, il y a les différents niveaux ont des niveaux ou des degrés de décision plus ou moins limités. Oui. Ce qui est local, moi, je suis très bien accompagné. Je ne vous cache pas, c'est-à-dire à Blida, que ce soit la direction du CHU ou bien la direction de la santé de la population, mais malheureusement, parfois, ils sont dépassés. Parfois, c'est des décisions qui sont Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour développer comme il se doit votre service? Plus de matériel. Plus de matériel. Parce que là, quand on fonctionne avec un budget local, alors quand on essaie de répondre à une demande nationale. C'est ça. Donc moi, quand il y a quelqu'un qui vient de Gherdaya, de Temenaras, de Darar, de Constantine, d'Oran, je ne peux pas lui dire non. Et quand j'ai ce matériel, là par exemple, je suis en attente de matériel pour relancer. Là, je suis en attente. Et puis ce matériel, j'ai déjà à peu près 250
patients en liste d'attente Ouais. pour un matériel qui va traiter à tout casser 100 à 120. Hein. Alors, Donc, la prise en charge d'un AVC à l'étranger coûte pas dans la- les hôpitaux pas français, par l'AVC, exemple pas, les c'est à peu pathologies près, hein, vasculaires. je dirais, sur approximativement 20 000 euros, hein, 20 000 Oui. euros, 20 000 euros minimum. Hein. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de Si on complications. reconnaît les fameux 50% qui ont été cités 20 000 par le patron de la commission, 50% des prises en charge à l'étranger, allez, on va dire qu'il y a eu... on arrive à 1000 prises en charge ou pas? Non, je vous demande pas de vous Non, engager. je ne sais pas. Non, Honnêtement, je ne sais vous pas. demande pas de vous engager. On dit qu'il y en a eu une centaine. Vous faites le calcul, votre matériel doit rentrer en même temps. Moi, dans les pour ces 20 000 euros, je vous le dis, hein, ça c'est ce que je sais. 20 000 euros, je fais 4 à 5 patients pour 20 000 euros. Moi, je fais 4 à 5 patients chez eux parmi les leurs. Parce que ce qui En m'a Algérie. frappé, comme vous disiez tout à l'heure, quand je travaillais en France, c'est de voir l'Algérien, même quand il arrive avec sa prise en charge, se faire traiter en France. Quand j'étais en France, il souffre mentalement, il est isolé. Parfois, C'est ça. la plupart des gens, il ne faut pas voir des gens comme vous et moi parlant le français. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout français. Hein. Ah, moi, je Il ne est- parle pas français non plus. Je ne parle qu'à la télé parce que c'est ma langue professionnelle. Non, mais quand il est à l'hôpital, je comprends. imaginez quelqu'un qui ne comprend pas le français. L'isolement Il total. est isolé, Ouais. il est terrorisé parfois. Hein. Il est terrorisé d'être malade, ne pas voir sa famille, ne pas voir ses voisins, ne pas Ouais. voir venir lui rendre visite. Ça peut quand même avoir Vous un étiez à impact. quel hôpital J'étais à Lyon. Vous étiez à Lyon. Ouais. C'est une belle ville, hein. Hôpital neurologique de Lyon. Ouais. Il y avait beaucoup de cétifiens. Beaucoup de cétifiens, beaucoup de Borgi, beaucoup de gens de l'Est, C'est ça. généralement. Mais on a notre cartographie aussi. Hein. C'est ça, on Partout essaye, dans le monde, on hein. essaye, on essaye. Partout dans le monde, on connaît, selon les régions, ils ont eu des préférences. Puis il faut savoir qu'on fonctionne beaucoup au système, ancien système tribal, c'est-à-dire que vous avez une famille qui débarque dans un lieu C'est ça. et qui va faire la promotion de ce lieu. Ameuter le Oui, village. dire, ah, moi j'ai trouvé un bon lieu. Et du coup, vous avez des villages de Sétifiens, d'Oranais, de Tlemceniens, de Bougiotes, de Djelfaoui, de Mozabit et tout, dans des pays à l'étranger, où ils se retrouvent tous dans des... Ils finissent même par virer l'ensemble des habitants du quartier, parce qu'ils rachètent tout. Tu vois. Moi j'achète, moi je veux pas que tu vois ma fille. Ils s'installent, quoi. Merci docteur, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir simplifié autant les choses. Eh bien, c'est moi qui vous remercie Du pour mieux que l'on l'invitation, pouvait, en tout et cas, puis, ce matin. Tout à fait. On vous souhaite beaucoup de succès. Vous avez rappelé que vous êtes neuroradiologue interventionnel. Vous êtes chef de service de neuroradiologie interventionnelle, le premier service d'ailleurs du pays. Vous prenez en charge des pathologies telles que l'anévrisme, les malformations vasculaires, les AVC et bien d'autres. Et vous dirigez donc ce fameux service qui se trouve au CHU de Blida, avec peut-être une localisation régionale ou wilayale, mais avec une prise en charge nationale, parce que c'est l'ensemble des malades qui apprennent en tout cas et qui sont orientés vers vous, qui peuvent bénéficier de tout cela. Et vous l'avez dit, 250 patients en liste d'attente et du matériel que vous attendez, en espérant que ce soit débloqué. Ça me rappelle l'histoire de cette école, de cet établissement qui se trouve à Tipaza, une école primaire dotée d'une cantine, mais qui a servi du pain et du fromage depuis le début de cette rentrée. Et ce n'est qu'il y a une semaine que le budget a été relâché. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Vive la liberté, comme on dit. Merci encore. Très Merci bien. d'avoir été C'est là. moi. Allez, Allez. quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Bedia Marni nous parle des dangers des produits de la phytothérapie. Vous connaissez les produits ou pas? Enfin, on va parler de l'HAP. Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait attiré l'attention. À l'époque, il y avait un certain ministre de la Santé qui faisait la promotion d'un médicament non contrôlé, qui n'est passé par aucun test, et il disait que c'était le miracle international humanitaire. Une insulte en tout cas pour la grande famille de la santé, pour le corps de la santé, donc. Et on avait tiré la sonnette d'alarme. Personne ne nous avait pris au sérieux, bien au contraire, on avait été même menacé par ce fameux charlatan qui nous proposait ce médicament, RHP. Alors aujourd'hui, on continue un peu la même prévention. Les médicaments faits à base de plantes, c'est bien, mais pas n'importe lesquels et pas à n'importe quel prix. Bedia Marni s'intéresse à ces fameux produits, mais pas que, aux produits de la phytothérapie. Allons-y.
En cette période de froid glacial, le risque d'attraper une grippe ou un rhume est plus persistant, d'où le recours aux tisanes. À vrai dire, à chaque pathologie, une plante médicinale. La médecine traditionnelle et la phytothérapie ont toujours existé, mais il faut savoir que les plantes peuvent être nocives si elles sont mal utilisées. Il faut savoir que les plantes médicinales ne sont pas dénuées de toxicité et de risques, comme on peut penser. C'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas dangereux. Au contraire, certaines plantes sont très toxiques et donc ils peuvent présenter un danger. Les malades cherchent des solutions en phytothérapie, donc des solutions naturelles, parfois sans le dire à leur médecin ou à leur pharmacien quand ils viennent chercher des médicaments. Et on sait qu'il y a parfois des interactions entre des médicaments et les plantes médicinales. Elles ont beaucoup de principes actifs qui parfois peuvent donner des problèmes de santé. Elles peuvent entraîner des intoxications quand elles sont mal utilisées ou non connues. Donc il faut savoir où aller récolter cette plante. Même celles que nous utilisons dans notre quotidien, si elles sont mal récoltées là où il ne faut pas, elles peuvent être imprégnées parce qu'elles absorbent. Donc elles risquent d'absorber les métaux lourds, elles risquent d'être infectées par les urines des animaux sauvages. Ah oui, et quand vous achetez en vrac, elles sont mal conservées. Les patients qui font recours à la phytothérapie doivent prendre l'avis d'un professionnel de la santé. Il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est de ne jamais penser qu'une plante est anodine, donc sans danger. La deuxième, c'est que ne jamais faire une démarche de phytothérapie en individuel. Il faut toujours l'avis d'un professionnel de santé, en l'occurrence un pharmacien ou un médecin ou un spécialiste en phytothérapie qui peut donner les conseils judicieux pour une prise sans risque de ces produits. Sinon donc s'abstenir en cas de méconnaissance carrément, s'il n'y a pas un avis de préférence de ne pas prendre le... Exactement, donc ça pourrait être une troisième règle, c'est de ne pas justement consommer des plantes ou des produits dont on ne connaît pas la composition ou l'usage. Il faut l'encadrer, je dirais plus encadrer cette médecine alternative. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir, c'est par rapport... Une plante peut servir pour quelqu'un, elle va l'aider, mais dans la même maladie, elle ne peut pas être bonne pour une autre personne. Annuellement, au Centre national antipoison, environ 3% des appels reçus concernent les intoxications par les plantes. Et c'est surtout les enfants de 1 jour à 15 ans qui en sont les victimes. Nos médecins du Centre antipoison, donc ils aident au diagnostic, où ils peuvent donner aussi une information donc, concernant ces intoxications chez l'enfant ou chez l'adulte. Ces intoxications donc, sont liées à des produits toxiques qui sont d'origine soit chimique ou biologique, notamment les plantes. Prendre une tisane, c'est bon. Savoir la prendre avec modération, c'est encore mieux pour préserver sa santé. Qui a commencé à faire une stratégie de l'approche sociale. Eh ben, on va en parler parce que ça tombe bien. C'est la première entreprise actuellement. Il y a effectivement des entreprises qui font du sponsor et tout ça, mais la stratégie en elle-même de l'approche sociale et tout ça, c'est la première à l'échelle nationale. On est dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, c'est nouveau. Ça s'inscrit dans le cadre du développement durable. Ça, mais je veux juste savoir, on est rentré direct dans le vif du sujet, vous sachez. Je veux savoir, d'abord, l'association que vous dirigez, Hamid Boualeg, c'est une association qui s'appelle SOS Hépatite, voilà, je ne me trompe pas. Djilali Moiser, alors vous êtes président directeur général donc, de l'ENIEM. Alors, société civile, entreprise dans l'électroménager, le blanc en particulier, l'électroménager, produit blanc. Du blanc. C'est quoi le produit blanc? C'est les réfrigérateurs, la cuisinière, climatiseur, le chauffage, le chauffe-eau, le petit appareil ménager à l'avenir. 1977, date de la création de l'entreprise. Aujourd'hui, vous comptez combien d'employés? On compte 1727 exactement, sans compter les DAIP. Installés où? À Ouadaï Tizi Ouzou. Voilà, ici Tizi Ouzou. Pour l'association SOS Hépatite, vous existez depuis 2003.
2003. Janvier 2003, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer l'association? Chaque année, on a beaucoup d'actions de sensibilisation, de dépistage, de sensibilisation du pouvoir public, et des actions. Elle existe au niveau national, on a pratiquement 28 bureaux de wilaya. Oui. Oui, qui travaillent. 28 bureaux dans le coin, 28 wilayas. 28 wilayas, oui. Et certaines wilayas qui réunissent plusieurs wilayas. Plusieurs wilayas, oui, sur les régions. Justement, on est en train de faire un travail social, de travail de sensibilisation, un travail de sensibilisation du pouvoir public sur la gravité de la maladie. Mais concrètement, ça consiste en quoi sur le terrain? Comment se fait le travail? C'est quoi? Vous dites la sensibilisation, c'est très bien, mais réellement, ça se traduit comment? Vous faites quoi au juste? Bon, c'est le travail... Des exemples. Des exemples. On fait un travail de dépistage du moment que l'hépatite c'est une maladie silencieuse, asymptomatique. On peut la découvrir qu'à travers le dépistage. On faisait des campagnes de dépistage. On faisait des milliers de dépliants, d'affiches et tout ça pour sensibiliser les gens sur la gravité de la maladie. Oui. Et en même temps, pour développer un plan national de lutte contre les hépatites. On travaille avec des experts à chaque fois, on présente des propositions au ministère de la Santé. Oui. Mais cette fois-ci, on s'est intéressé dans l'absence de pouvoir, notamment le ministère de la Solidarité qui doit s'occuper à ce genre d'enfants handicapés. C'est la journée nationale des handicapés. Qu'on a pris en charge avec l'accompagnement dans l'entreprise NIEM, qu'on a organisé une journée, une sortie spécialement pour les enfants handicapés de l'école de la CNAS. Oui. Alors, juste, on va poursuivre. Hein, c'est une discussion ouverte. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en direct depuis un moment déjà. Donc, du coup, quel type d'hépatite vous rencontrez le plus sur le terrain? Non, c'est l'hépatite B et C. B et C. Oui. C'est B et C. Quelles sont les séquelles de ces hépatites? C'est généralement à 90-95%, il n'y a pas de symptômes tout d'abord. Oui, ça c'est au départ. Après, c'est la cirrhose et le cancer du foie. Oui. On ne peut pas le guérir qu'à travers une transplantation hépatique qui n'existe pas en Algérie. Elle existe, mais difficilement. Oui. Justement. Mais le parcours déjà que vécu le malade, c'est un parcours vraiment très lourd et très difficile. Et vous êtes là pour les accompagner avant tout? Oui, justement, on est en train de les accompagner sur le côté psychologique, en même temps sur la disponibilité des médicaments qui sont au fur et à mesure en rupture et tout ça. Alors, en fin de compte, la relation entre NIEM et SOS Hépatite. On a commencé la première action et prochainement, on va développer d'autres actions. La première action, d'abord, comment s'est faite la rencontre? Qui est allé vers qui? C'était vraiment un fait du hasard. C'était une journaliste qui est bénévole au niveau de l'association SOS Hépatite, que je tiens à saluer, qui est très active. Je tiens aussi à remercier SOS Hépatite ainsi que Joie du Cœur et la CNAS qui nous ont permis de nous associer à l'événement par son sponsoring, ainsi que aussi, on tient à remercier la JISCA qui a mis ses moyens à la disposition de l'association, nous a fourni le transport. JISCA, c'est notre partenaire aussi, je tiens à souligner. La JSK, c'est la JS Kabylie. JS Kabylie, bien. Jeunesse sportive de Kabylie, qui est notre partenaire aussi. Donc nous, on est dans une nouvelle démarche, on est dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Bon, c'est une démarche volontariste qui consiste à s'intéresser de plus en plus à l'aspect social, à l'aspect environnemental. Donc, c'est un engagement volontaire. Donc, l'option s'est faite en 2019, c'est de répondre aux exigences de l'ISO 26000, qui est un engagement pour un développement durable. D'accord. Et le développement durable, c'est aussi de développer cette partie dans l'entreprise. Donc le développement durable, il y a beaucoup de choses. Donc un engagement en premier vis-à-vis de la clientèle, en termes de qualité, sécurité de nos produits, en termes de durabilité et de consommation énergétique. Exact. Aussi, il y a sur les questions liées au respect de l'environnement. Au respect de l'environnement, donc c'est l'efficacité énergétique, mais aussi
en faveur du mouvement associatif. On est maintenant prêt à s'associer avec le mouvement associatif qu'on doit encourager, qu'on doit assister. Ensemble, on peut faire des choses, parce que l'aspect social, on l'a déjà avec nos travailleurs. On veut maintenant s'associer aux associations pour aider tout le peuple, tous les nécessiteux, notamment les malades et les enfants en premier. Alors, Djilali Mouazer, je sors juste 2 secondes de cet événement-là, parce qu'on va revenir déjà sur l'opération que vous avez menée il y a 1 mois, et forcément sur les actions à venir également. Djilali Mouazer, vous qui êtes président directeur général de cette société nationale connue, hein, l'ENIEM, qui ne connaît pas l'ENIEM, on a tous eu quelque chose de l'ENIEM chez nous. Alors du coup, vous qui êtes à la tête donc, de cette entreprise, qu'en est-il de la fameuse obligation des entreprises et publiques et privées d'employer un minimum de 1% de son personnel issu de la catégorie des personnes à mobilité réduite? Nous, on respecte parfaitement cette obligation légale, même on va au-delà du quota, du pourcentage fixé par la loi. D'ailleurs, si vous voulez visiter notre entreprise, vous allez constater qu'une présence d'handicapés à tous les niveaux. Bon, ça dépend de l'handicap, donc l'handicap qui peut être employé. Donc on consacre un quota pour les handicapés. Ça, c'est plus que le quota qui est fixé par la loi. Ouais. Voilà, de 1% ou c'est pas les pourcents. 1%. Voilà. Que beaucoup d'entreprises ne respectent pas. Nous, on respecte rigoureusement ce quota. On va au-delà de ce quota. On est prêt à l'avenir aussi de consacrer, s'il le faut, un quota supplémentaire en fonction du développement de l'entreprise, effectivement, évidemment, parce qu'on a des projets de développement qui peuvent, en association avec, dans le cadre des partenariats privés-publics, peuvent nous permettre de créer de l'emploi à l'avenir. Alors, si vous le permettez, on va revenir à vous dans quelques instants. Mais à l'occasion de la journée nationale du handicap, la journée nationale des personnes à mobilité réduite, nous vous proposons de suivre un portrait. Le portrait d'une jeune athlète, d'une jeune championne d'ailleurs. Elle est championne d'haltérophilie. Vous allez voir, elle est juste exceptionnelle. Elle a été rencontrée par Nassima Imloul. C'est à découvrir. On se retrouve juste après pour poursuivre le débat sur SOS Hépatite et ENIEM et le travail des deux sur le terrain. Allons-y. Pour Zahra Béchir, l'handicap n'a jamais été un obstacle. Et c'est dans cette détermination qu'elle va s'engager dans un travail colossal, rigoureux, pour atteindre son objectif et concrétiser son rêve le plus profond, celui de remporter le titre de championne du monde. Je suis handicapée moteur dans le fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans, mais cela ne m'a jamais empêché d'étudier ou de travailler et encore moins de pratiquer du sport. Sans aucune aide et sans aucun moyen, je suis arrivée à soulever les 100 kg. On dit aussi que je suis la première femme algérienne haltérophile qui a atteint ce poids. Le travail et la rigueur ont fait la réussite de notre athlète en dépit du manque de moyens et d'encadrement. Depuis 2015, elle est championne d'Algérie. Et en 2017, lors de sa participation aux Jeux mondiaux en Hongrie, Zahra est 4e au classement mondial et pour elle, c'est le début d'une belle carrière. Je suis championne d'Algérie depuis 2015. Ce fut ma première participation dans la catégorie plus 86. Et en Hongrie, lors des Jeux mondiaux, j'ai décroché la 4e place. Mais mon souhait est d'atteindre la 1re place, c'est-à-dire championne du monde en haltérophilie. Nous n'avons bénéficié d'aucune subvention ni d'aucune prise en charge. Pourtant, elle est la fierté de l'Algérie avec plusieurs médailles et plusieurs titres. Zahra Béchir, un défi, une volonté, une réussite, une athlète qui a courageusement su honorer son pays et porter très haut les couleurs de l'emblème national. Aujourd'hui, une considération, un appui des autorités concernées demeure plus qu'un devoir pour permettre à notre jeune championne d'Algérie de réaliser son rêve, celui de décrocher le titre de championne du monde.
Voilà, Nassima Imloul qui nous parlait donc de cette championne d'haltérophilie. C'était un exemple de courage, d'abnégation et surtout de sérieux qu'il fallait absolument mettre en avant et qu'on continuera à promouvoir tout au long du parcours de cette émission. Alors maintenant sur SOS Hépatite. Alors vous avez organisé donc plusieurs événements, notamment il y a un mois, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Parlez-nous un peu de cet événement-là. Elle est basique ma question. Oui. Plus basique que ça, tu meurs. Parlez-nous de ça. Bon, parce que l'association, elle profite toute occasion pour sensibiliser le grand public sur la gravité de cette maladie symptomatique, l'hépatite, qui passe inaperçue. À cet effet, on a organisé un événement au métro d'Alger. C'était une campagne de sensibilisation et de dépistage aussi. C'était le dépistage par voie de test rapide. Et en même temps, on a fait un parcours d'athlétisme au niveau du stade Saint-Juillet. C'est pas mal, ça. En plus c'est le lieu par excellence. Ah oui, pour sensibiliser les sportifs, à travers les sportifs aussi qu'on doit sensibiliser le grand public. C'était une campagne de sensibilisation et de dépistage aussi, parce qu'à chaque fois on profite de l'occasion. Et en même temps, parfois on travaille dans un cadre de réseau, parce que je suis en même temps coordinateur du réseau des associations, le réseau national des associations de maladies chroniques. Il y a beaucoup d'associations qu'on s'est réunies dans un cadre de réseau, on travaille ensemble. Et à travers ça qu'on a organisé cet événement déjà du 14 sur le jeudi passé avec le NIEM qui était notre accompagnateur dans cet événement essentiel. Et par la même occasion, je dois remercier le DG de la CNAS et monsieur le PDG de l'NIEM sur cet accompagnement vraiment important sur la prise en charge. Et en même temps, je dois remercier aussi son Excellence l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui nous a offert des repas pour les enfants déjà et leurs parents, pour tous les invités. Et aussi à le PAPC d'Alger Centre qui nous a offert un bus aussi à travers l'Association nationale des autistes. C'est tout un ensemble. Mais la grande partie, c'est l'entreprise ENIEM. Et aussi, je n'oublie pas la journaliste qui a beaucoup activé sur cet événement, Asma Manawar, qui a beaucoup fait pour les enfants, elle les a ramenés, elle a activé pour tout ça. Et même l'HTT, le holding de tourisme qui nous a aussi accompagnés. Alors qu'on a trouvé ces enfants-là handicapés qui se trouvent au niveau de l'école nationale de la CNAS, je tiens aussi à signaler l'absence du ministère de la Solidarité, avec toute sincérité, qu'on les a sollicités pour des bus pour le transport des enfants handicapés de cette école. Alors, ils ont été complètement absents du ministère de la Solidarité, alors qu'ils relèvent de leur secteur. C'est à eux, en principe, qui doivent nous accompagner dans cette ministère de la Solidarité. La Solidarité, finalement, les a sollicités à partir du chef de cabinet, des directeurs généraux, mais personne n'a répondu favorablement, du tout. Jusqu'à la dernière minute. Depuis une semaine qu'on est en train de courir avec des écrits, avec des coups de téléphone, mais personne n'a répondu, même pas de nous offrir un bus. Il nous a laissé jusqu'à la veille. Tout d'abord, la première fois, il nous a donné l'accord de principe. Jusqu'à la veille, heureusement, le PAPC d'Alger Centre, monsieur le PDG de l'ENIEM. C'est la GSK qui a mis ses moyens de jusqu'à la veille de soir. Ah, vous aimez, vous, la GSK, Billy? On est partenaire, c'est tout à fait normal. Bon, j'aime tous les clubs. Non, j'imagine. Mais vous avez une préférence pour la GSK Billy? Bien sûr, chacun a son club de cœur. Sincèrement, c'est pas une question c'est une question de valeur. C'est ça. Avec la nouvelle équipe dirigeante de la GSK, nous aussi, c'est une nouvelle équipe dirigeante au niveau de l'UNIEM, on partage les mêmes valeurs. C'est ça. C'est ce qui nous unit. La compétitivité, sinon, je ne suis pas fanatique du football ou d'un club. Moi, quand je suis devant un match de football, je suis avec celui qui joue le mieux. Parce que c'est comme ça. Oh, j'adore. Oh là, je suis comme ça. Vous aimez le beau jeu. Voilà. Vous aimez le beau jeu. Bah, c'est normal. Voilà. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien dit. Je suivais un match, on m'a invité jusqu'à MCA.
Bon, c'est un nul, mais j'ai dit que le jeu, la Khalemsia était nettement supérieur techniquement. Ce jour-là, en tout cas. Nul, bon, c'est dû beaucoup plus à la volonté des joueurs, aussi à l'équipe dirigeante. C'est ça. Sinon, moi, je suis comme ça, je suis objectif, je ne suis pas fan. Et Niem est partenaire de la GSK. Voilà. Non, il y a une histoire entre Niem et la GSK depuis 1977 jusqu'à 1989. Et pendant les 12 années du partenariat de l'association, jusqu'à il n'y a pas une année où on n'a pas glané des titres au niveau national ou au niveau africain. Vous étiez l'agent budget de l'époque. Hein. Voilà, c'était l'agent budget, c'était le Niem qui était... le plus important, c'est M. Bozard, il a un esprit jeune. Voilà. C'est pour ça qu'il est en train de développer, c'est la première fois qu'un PDG d'une entreprise de penser à un développement social déjà. C'est une nouvelle technique. Il y en a quelques-uns, on n'en fait pas beaucoup la promotion, effectivement, mais il est bien aussi de montrer... Non, il y a les autres entreprises, ils font le sponsor. Oui, effectivement, c'est un sponsor. Là, il y a un accompagnement. Là, il y a un accompagnement, il y a une stratégie sur l'approche sociale. Il y a déjà, on est en train de développer maintenant un projet ensemble important qu'on est en train de penser, d'organiser un forum national des entreprises pour développer l'approche sociale. Maintenant, chez les entreprises, on doit ramener toutes les entreprises importantes, on doit les sensibiliser. Et M. Bozard qui a promis de présenter un projet avec un programme sur l'approche sociale, le développement durable, sur le côté social. En même temps, vous pouvez développer cette partie. En même temps, on va suivre d'ailleurs des images, on va les voir. Vous pouvez les commenter d'ailleurs, les images de cette journée que vous avez organisée. Et par la même occasion, en quoi consiste votre plan, M. Moazel? Bon, on a dans notre plan de communication pour 2019, on a l'aspect mécénat. On a accordé une bonne enveloppe, un bon budget. Et là, on compte le réaliser avec le mouvement associatif. Tous les mouvements associatifs sans exception, que ce soit les malades, culturels, sportifs, voilà. C'est une démarche volontariste. On s'inscrit volontairement dans le développement durable. C'est l'une des exigences de cette démarche. Magnifique. On est en train de voir quelques images, vous pouvez les commenter? Oui, effectivement, ça touche vraiment, c'est pour développer, c'est pour lancer du sourire aux petits-enfants, surtout on dit l'handicap en général, oui, effectivement, mais chez l'enfant, c'est vraiment, il est très, très, très sensible, ça touche au fond du cœur. Alors ça, c'était où? C'était à l'hôtel Corne d'Or. Au complexe touristique La Corne d'Or, Tipaza. On tient à saluer à l'occasion le responsable, premier responsable de la Corne d'Or, qui a été très aimable et coopératif. Il a mis à la disposition de nous tous le complexe pour toute la journée. C'est un gars que je trouve très sympathique. Enfin, c'est très beau, en tout cas, c'est un très beau lieu. Et votre événement est très beau. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. C'est à nous de vous remercier. On vous remercie d'avoir été là. Rappelons, Djilali Moazer, vous êtes président directeur général d'Eniem, tout fraîchement installé. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'Eniem? 6 mois. 6 mois. Bienvenue à vous. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de belles réussites. Monsieur, notre deuxième invité, forcément, en société civile, vous en avez parlé aujourd'hui, Hamid Boualek, vous êtes président d'une association, l'association SOS Hépatite, vous êtes coordinateur national des associations des maladies chroniques, voilà, et vous étiez là aujourd'hui pour nous parler de l'apport des entreprises, de l'insertion des personnes à mobilité réduite, de l'insertion du bonheur que l'on pouvait apporter à ces personnes malades et de l'importance du dépistage et de la prise en charge rapide. Merci. Merci encore d'avoir été là. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez, avec Maya Amrani. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de découvrir le portrait de Shape Nadia. Madame Shape Nadia, c'est réalisé par Maya. Allons-y. L'art, une passion commune pour ces artistes. Une passion qu'ils mettent en partage à la galerie d'art Beya.
Ces exposants nous donnent à contempler et à apprécier leur talent d'artiste. À chacun son support de travail et son expression artistique. Dans cette exposition, des peintures et des sculptures dans l'air du temps. On est un collectif d'artistes qui présente un certain nombre de tableaux et j'ai pu participer avec 6 de mes tableaux. J'ai aussi bien des tableaux qui sont peints en acrylique que des tableaux aussi des tableaux qui sont faits de techniques mixtes qu'on appelle le mix média. Donc j'ai mélangé plusieurs techniques et plusieurs peintures à la fois. Sur les cimaises de la galerie, formes et couleurs évoluent en harmonie. Ces artistes peintres laissent libre cours à leur créativité. Au gré des inspirations, ils aménagent leur espace plastique. Un espace plastique où se dégage toute une sensibilité. Il faut dire que chacun de ces tableaux raconte sa petite histoire. Des tableaux bien ancrés dans le terreau culturel algérien. J'ai présenté dans cette expo la Kasbah, le Tergué, Cheikh Zawiya et la nature morte. C'est une passion اللي نحبها ملي كنت في عمري 11 سنة. Voilà. بديتها ويبقى عندي ma profession et وعندي la peinture تانيك. C'est-à-dire la peinture qui نكون عندي des moments. Dans cette exposition, des peintures qui s'offrent un éventail de supports et outils de travail. Au gré de leur coup de cœur, ces artistes construisent leur travail. Un travail artistique avec en toile de fond bien des émotions. Dans cet art en mouvement, un esprit créatif et toute une gestuelle en action. À chacun son regard, à chacun son interprétation. De ces tableaux, il se dégage une certaine atmosphère. Dans ce champ thématique, vision et réflexion sont en bonne communion. Et chacun de ces artistes affirme sa personnalité et sa sensibilité sur son support de travail. Toute la technicité de la peinture sur verre réside dans le cerne. C'est-à-dire que c'est une canule, c'est pas un pinceau. Donc c'est un contour que nous dessinons, nous gérons en même temps la pression et le dessin. Chose qui n'est pas très facile. J'ai mis quand même quelques années pour arriver à ce résultat-là. Donc quand le cerne est régulier, après on a la deuxième technique qui consiste à mettre les couleurs. Là aussi, bien sûr, beaucoup de critères rentrent en jeu, donc qui sont le goût, l'harmonie des couleurs, les formes. Leurs œuvres d'art suggèrent et questionnent à la fois. Dans ce champ thématique, des peintures expressives. Et là, chacun de ces artistes construit son univers. Un univers où ces exposants mettent en scène leurs émotions d'artistes. صباح النور صباح النور صباح الأنوار، مرحبا بك بالقناة القناة الألجيري التي تتكلم باللغة اللغة الفرنسية. كيف حالك مايا؟ الحمد لله الحمد لله. دجتانا يا أخو دجتانا. Alors comment vous allez Maya Morani? Alors ça va ma foi, vous habitez en plein cœur d'Alger. Ah oui. Et donc vous vivez les manifs au quotidien. Tout à fait, du matin, depuis que ça débute jusqu'à la fin, je suis complètement dedans.
Excusez-moi. On m'a dit, non mais c'est vrai, ça va? Je peux venir chez vous? Mais bien sûr, marhaba. Sérieux? Puisque hier, j'ai reçu les gens de la radio. Ah, Donc, vous leur avez servi le café? Oui, vendredi dernier aussi, mais bien sûr. C'est un petit peu l'arrêt pour se reposer un petit peu et repartir. C'est un petit peu l'époque Talmoudjaïdine qui stationnait pour déjeuner quelque part. Et puis vous êtes le relais, vous êtes le relais de tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, comme tous les jours de comme tous les samedis. Merci, de l'année. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va parler de la semaine du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Tout à fait. Journée internationale des droits de la femme, ok, droits des femmes, mais aussi l'occasion de le célébrer, chacun à sa manière. Il y a un salon qui est arrivé à sa 15e édition et vous l'avez suivi cette année, c'est le salon Ève. C'est le salon Ève qui revient chaque année et cela depuis 15 ans évidemment et qui offre à la femme algérienne toutes les possibilités de se faire une beauté à des prix vraiment compétitifs. Mais je vous dis, cette fois-ci, vraiment, moi, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée d'abord par la production algérienne qui est devenue nombreuse. Il y avait au moins une centaine d'exposants. Oui. Une centaine d'exposants dans les parfums, dans les produits cosmétiques, dans les appareillages, dans les appareils pour la santé aussi, pour la beauté, et les traitements capillaires de toutes sortes, les shampoings de toutes sortes. C'est un salon qui est vraiment... Il y avait du monde? Oui, oulala, le samedi, parce que le vendredi 8 mars, c'était le jour de la marche, évidemment, et le samedi, tout le monde s'est replié vers la SAFEX, et là, un monde fou. Les femmes testaient, essayaient, il y avait énormément de démonstrations sur place. Et d'ailleurs, nous allons voir d'après le sujet, et ça va vous donner une idée, et on reviendra sur les exposants et la Maya Amrani, qui a suivi pour nous le salon Ève, organisé par le World Trade Center Algéria. Vous avez rencontré Kamla Agoun? J'ai rencontré beaucoup de monde. Ouais, c'est parti, et on se retrouve juste après pour en parler. Le Palais des Expositions Paix Maritime Alger accueille pour sa 15e édition le Salon Ève. Fidèle à ses objectifs, cet événement continue à assurer la promotion des équipements et produits destinés à l'hygiène corporelle, aux soins de beauté, aux soins capillaires et au maintien de la forme. Chaque année et par habitude, on attend le 8 mars avec impatience. La production est parfaite, on trouve tout ce que l'on veut et les prix sont tout à fait abordables. Attendu par tous les professionnels de la cosmétologie et du parfum, mais surtout par les nombreux visiteurs venus apprécier les animations et tester les produits. Nous sommes spécialisés dans la vente de matériaux médicaux. Donc nous avons plusieurs marques et plusieurs gammes. Nous avons créé notre entreprise en 1993. On est numéro 1 dans la vente du matériel médical. Nous avons les aérosols. Ça, c'est un aérosol qui fait deux fonctions. C'est un fait mouchener et l'aérosol. Voilà, il a une option en plus. Nous avons l'aérosol M2 qui a la spécificité d'une seule mémoire. Et nous avons l'aérosol M3, qui est deux mémoires. Ça, c'est pour la mesure de attention, l'automesure. Voilà, pour mesurer la tension. L'objectif principal du salon Ève est le développement des produits locaux afin de satisfaire le marché algérien et conquérir les marchés étrangers en réalisant des produits et des parfums de meilleure qualité. C'est toujours un rendez-vous indispensable, spécialement que c'est un rendez-vous qui fait honneur à la femme algérienne. Et 90% de nos produits sont destinés à la femme algérienne. Donc comme d'habitude, on profite de ce genre de manifestation pour faire découvrir de nouveautés, en même temps pour avoir un retour de nos consommateurs sur nos produits. On vient de lancer une nouvelle gamme de déodorants qui est la gamme Oasis. C'est des notes florales qui ont eu un très grand succès. En même temps, cette fois-ci, on a profité, on a fait des échantillons miniatures
seront distribués chaque jour à toutes les clientes, histoire d'avoir un échantillon réel d'un flacon. D'accord. Et vous continuez toujours l'exportation? Oui, on travaille toujours, spécialement à l'Afrique de l'Ouest. Et normalement, le programme de cette année sera encore chargé. Je pense qu'il y aura un Nigeria et le Côte d'Ivoire. On attend juste le ministère de Commerce pour se prononcer, arrêter les dates. Très bien. Et bien, bravo, vous avancez. Oui, heureusement, celui qui n'avance pas recule. Pour tester un nouveau produit capillaire, Héléïse, spécialiste du soin des cheveux, a mis en place salon et personnel pour permettre à ces dames de repartir satisfaites de leurs produits et de leur coiffure. Nous fabriquons des produits pour le soin capillaire et le soin corporel. Donc on a commencé par tout ce qui est capillaire. Maintenant on s'est lancé beaucoup plus dans l'hygiène. On est beaucoup plus connu dans tout ce qui est shampoing après shampoing masque. On a prouvé la qualité de nos produits. Les clients, alhamdoulilah, sont très satisfaits de nos produits. Donc maintenant on s'est lancé beaucoup plus dans le corporel, dans tout ce qui est gel douche, dans tout ce qui est Roland, dans tout ce qui est huile aussi. Donc c'était la nouveauté pour cette année. Donc c'était les Roland, c'est le nouveau nez de notre marque Swarovski. On a le nouveau lissage Made in Bledi. Donc c'est un soin comme une kératine, c'est un soin pour les cheveux, effet baguette. Le botox c'est le lissage. Le botox c'est un soin qui donne un volume pour les cheveux. Aussi il traite les cheveux de la racine jusqu'au bout. Une ambiance festive, des produits haut de gamme, des rencontres et des opportunités à saisir. C'est cela le salon Ève. Voilà. Voilà, on était en plein débat. Maya et moi. Voilà, c'est un beau salon. Très très beau salon. C'est un salon qui s'améliore chaque année. Hein. Et puis les exposants, c'est vrai que c'est des exposants de choix. Ce n'est pas parce que c'est des Algériens, il y avait des internationaux aussi. C'est normal. Mais vraiment, la qualité, elle y est. La compétitivité avec l'international, elle y est. Et puis le choix des Algériens de choisir des produits locaux, ça fait plaisir parce que les gens testent sur place. Ouais. Ou alors, ils ont déjà acheté le produit avant et ils viennent reprendre le produit à des prix vraiment très intéressants. Parce que les prix foires, vous savez que les prix foires baissent. Ouais. Et automatiquement, quand on a besoin d'acheter... Mais votre remarque, elle est importante. C'est-à-dire que vous dites, il y a des producteurs nationaux, il y a des marques algériennes, mais il y a aussi des marques internationales. Oui. Et penser que le protectionnisme économique est une solution pour sortir d'une crise, c'est absolument faux. J'ouvre juste la parenthèse. Aucun pays au monde n'a pu reconstruire son économie en fermant l'ensemble des importations et en se disant on va tout produire chez nous. La preuve, c'est la catastrophe avec l'industrie de l'automobile où on ne fait que reboulonner les véhicules. Mais ça dépend dans quel domaine. Hein. Ça dépend dans quel domaine, effectivement. Oui. Il y a des domaines qu'il faut favoriser, il faut aider les producteurs locaux, il faut sur le système de fiscalité, de taxation et autres. Mais il faut absolument laisser la concurrence. Faciliter aussi. La mondialisation, c'est ça aussi. C'est laisser la libre circulation des produits dans les marchés. Parce les que réguler, les taxer, oui, mais en les empêcher de rentrer, c'est absolument... C'est une pour qu'il y ait une concurrence, en train de faire. Il ne faut pas stagner. Pour qu'il y ait une concurrence. Et le commerçant a besoin de concurrence pour avancer. C'est cela. Et c'est cela. L'importation, c'est vrai. Le problème, en fermant l'importation, on a donné des monopoles à des industriels. Oui. Et ces industriels n'ont pas non plus cherché à développer plus ou à donner plus ou à faire plus dans la qualité. Ils ont augmenté les prix. Et le seul qui a été victime de cela, c'est le consommateur final. Le consommateur. Ça n'a jamais été ni les caisses des impôts, ni les pouvoirs publics. En plus, cet argent-là est redistribué. Mais vous savez, moi j'ai constaté cette année que les prix étaient abordables réellement pour des parfums qui font à l'étranger beaucoup plus cher. Nous avons des parfums à 800 dinars quand même, c'est valable pour une femme acheter son parfum à 800 dinars. Ils sont bons, ils sont bons. J'ai testé certains parfums sur place. Ils m'ont plu et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien présentés, aussi bien le produit que le coffre, la bouteille, l'emballage.
c'est très bien présenté. On a vraiment l'impression que c'est des flacons de l'étranger alors qu'ils sont fabriqués ici. Ils sont mis le packing, le packaging, l'emballage est magnifique. Vraiment, ils ont fait énormément d'efforts et je trouve que la production algérienne avance et on a intérêt finalement à consommer local. Le salon Eve que vous nous avez raconté ce matin à travers ce reportage, vous l'avez réalisé le jour de la clôture, c'était le samedi. C'est le samedi, 9, samedi 9 mars, avec énormément de monde, comme on l'a vu. Oui, et en fin de compte, vous connaissez Kamla Lagoun, c'est l'organisatrice du salon. Parce que j'ai entendu Kamel Lagoun. Je n'avais pas compris Kamla. Kamla, oui, c'est l'organisatrice de ce salon, comme d'autres salons, puisqu'elle est dans l'événementiel. Et le World Trade Center est une entreprise qui organise beaucoup d'événements et qui aussi accueille des entreprises et les installe. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que ça nous fait connaître à travers ces foires, à travers ces salons, le monde qui est actif dans la production. Et ça, c'est intéressant pour nous. Les femmes, bien sûr, apprécient bien sûr le côté parfum, cosmétique et tout. Mais il y a autre chose. Il y avait autre chose dans ce salon. Il y avait aussi des pâtisseries. Il y avait des Turcs qui avaient présenté leur pâtisserie. Il y avait des bijoux. Il y avait des costumes. Il y avait beaucoup de choses. Il n'y avait pas que les cosmétiques et les parfums. C'est cela. Ça va? Alors, je ne sais pas, côté timing, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous avez une montre. Moi, je ne vois pas très bien. J'ai des lunettes, mais je ne sais pas. Et j'ai enlevé la montre. J'ai trouvé que c'était signe d'une fausse richesse. Donc, du coup, la montre? Tu n'es pas d'accord, si? Il faut avancer avec le temps, Mahrez. Le temps. Le temps. J'aimerais bien, si vous le permettez, revoir un portrait que vous avez réalisé. Celui de Madame Chaïb Nadia. Oui. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots avant de le revoir? Madame Chaïb Nadia, elle a très bien évolué aussi dans son domaine. Ouais. Et nous avons constaté qu'elle est toujours présente, toujours. C'est une femme magnifique. Bon, on va suivre ce portrait que vous lui avez réalisé et on se retrouvera juste après. Madame Chaïb Nadia nous reçoit dans sa boutique atelier. Spécialiste en bijoux traditionnels, nous explique. C'est un savoir ancien, très ancien, parce que Mkhabbel, il a plusieurs formes, il a plusieurs matières à utiliser. Comme celui-là, je l'ai fait avec des matières vraiment très traditionnelles. C'est des perles en forme de riz. C'est le johar. Johar, mais johar, il y a plusieurs sortes de johar. Il y a côté plat, il y a habet rose, c'est les vrais termes qu'on doit donner si on veut acheter le johar. Et qu'est-ce que vous employez aussi comme fil? Fil de pêche, ça dépend, fil de pêche, fil de soie, fil... Il y a plusieurs, c'est par rapport au modèle, par rapport aux techniques utilisées, c'est par rapport à la forme traditionnelle ou moderne. Le bijou traditionnel ne peut se faire qu'à partir de recherches sérieuses et précises. Personnellement, je me disais c'est dommage qu'une telle richesse de modèles, de bijoux qui disparaissaient comme ça à l'oubliette dans les musées, dans les tiroirs de grand-mère. On ne pouvait pas les reproduire. On ne savait même pas ce que c'est qu'une mesquilla, qu'un chentouf. C'était des termes vraiment... étrangers pour nous. Oui. La nouvelle génération, on ne savait pas faire une différence entre un chentouf, une ramsa, une mesquilla, khayt al-ruh, bousbaa. Montrez-nous le mesquilla, khayt al-ruh. Le mesquilla, vous savez pourquoi on l'appelle mesquilla? Parce qu'avant, on mettait le mesque à l'intérieur. C'était une façon de se parfumer les femmes.
C'est bien. Ça s'ouvrait, c'était un bijou, c'est comme une boîte. Ça s'ouvrait, on mettait le misk تاع الحجرة تاع الزمان. Oui. On le mettait, c'est une façon de se parfumer. Nos grands-mères, nos tantes se parfumaient avec des matériaux vraiment très naturels. Le maward, le mazhar, le misk, الحجرة, le قرنفل, الشب بالمسك. Les différentes miskiyet, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence avec les miskiyet. Les miskiyet, il y a une nabia, la première, fouqa kamil la nabia, centénia. Le mbourja, c'est al-jawaz, elle est très très ancienne, méconnue du public. Ou il y a une miskiya ziria. Ziria, c'est au filigrane. Mshibka, qui m'a dit la zman. Et là? Là, c'est une reproduction d'un vieux bijou. Chentouf, c'est un bijou à base de Louise. Oui. Ça, c'est Neili. Mais un peu on le porte aussi dans l'Est. Modernisé, avec une légère pointe occidentale. Oui, parce que avant on m'a dit les perles à domaine que nous devons. Ça, c'est une création. Ça, c'est une fusion entre Shiddat Lemsania, la forme de Shiddat Lemsania, Louise. Oui. Mais Mkhdouma, je l'ai fait avec l'ambar. Avec des broches shawi, bzaïm. Le khamsa ta sfiha, les plus anciennes, عليهم كامل, parce qu'elle était très facile à faire. Il y avait une symbolique fiha. Mis à part ce qu'on dit sur le khamsa, moi je l'adore. Ça fait partie de notre patrimoine. Madame Nadia nous a fait voyager à travers ses créations, plus que parfaites. C'est très beau. Ouais. Le bijou traditionnel est vraiment magnifique. On peut le porter avec même des vêtements occidentaux. C'est pas valable que pour la tenue traditionnelle. Ouais. Modernisée. Elle travaille très bien, Madame Chaïb. Elle fait ça toute seule dans son atelier. Son mari l'encourage, ça c'est bien. Et elle a quand même le soutien de son époux et de ses enfants. Vous êtes triste, Mahrez, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis jamais triste, moi. Ah bon? À chaque fin d'émission, je réfléchis. Ah, vous réfléchissez? Je réfléchis à une fin. Je réfléchis à une fin. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Voilà. Madame, je vous souhaite une excellente semaine. Merci et à vous de même. On se verra dans les couloirs et les bureaux. Inch'Allah. Et puis quant à nous, on se verra dès demain matin de 9h à 10h30, Inch'Allah. Merci à Sissi, merci à tout le monde. Merci à Sherifa, merci à toute l'équipe en régie, réalisation Klimou Bougra, Scriptana, Nassima, Amel, Mariam Akak, j'ai tellement rendu folle aujourd'hui. Mariam Akak à la préparation de l'émission, rédactrice en chef. Qui est le chef d'émission aujourd'hui? Najim. Najim. Allez, on l'embrasse lui aussi, on salue toute son équipe en régie. Hier, vous étiez beau, voilà ce que je tenais à dire. Hier, vous étiez beau et la vie... vous êtes en train de prouver que nous sommes un peuple digne, un peuple qui est fier et de son pays et de son drapeau et qui est fier et de ses valeurs et de ses convictions. Ciao camarades. Et vive le printemps. Ah oui. Nous sommes en plein printemps. Ouais, dans quelques jours. C'est dans quelques jours, mais nous le vivons déjà. Ouais. Ciao.